Alors, je pense que nous pouvons essayer de commencer, hein, parce que déjà, on est à 11h13. Je ne sais pas, Ogma, docteur Labali, Ouais, si vous me recevez. ouais, je Oui, suis oui, là, je suis là. je vous entends bien. Vous D'accord. m'entendez là? Oui, Vous oui, on m'entendez? pourrait. Oui, 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 je pense que Ok, nous ok. pouvons commencer. Donc, les autres, ils peuvent nous rejoindre par la suite. Oh, ouais, je pense que c'est plus simple comme ça. Oui, Il est plus déjà de près pour on peut démarrer avec ceux qui sont déjà là. C'est bon Mansour, c'est bon, chers collègues d'Ankoma aussi, on oui, peut y aller. salut. oui, on peut y aller. Ogma, je ne sais pas si tu as lancé donc l'enregistrement. Je vais démarrer ça. Ok, d'accord. Oui, 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 c'est déjà lancé, c'est déjà lancé. Ok, ça marche. D'accord. Donc, merci à tous. Hein. Merci à tous. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur l'utilisation de Python en agriculture de précision. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir deux brillants spécialistes. Il s'agit d'abord de notre collègue Dr Barkawi Mansour, qui est docteur en télévision SIG et environnement, qui est chef du département géomatique, chef du département 3D au sein de XY Concept à Rabat au Maroc. Il est également le fondateur de DSN. Nous avons également notre collègue Ogma Marcelin Dankoma, qui est géodéveloppeur, qui est basé au Canada, qui est aussi le fondateur de Géomodèle. Je pense que ce webinaire vient à son heure parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du développement du Python en Afrique, mais également toutes ces applications dans le domaine agricole, qui est aujourd'hui une thématique qui concerne tous les pays de l'Afrique. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais il faut préciser qu'aujourd'hui, ces outils nouveaux vont changer la donne, vont impacter positivement l'avenir de l'agriculture en Afrique. Et c'est important que la jeunesse africaine prenne conscience davantage de ces enjeux, mais également de tous les profits qu'on peut tirer de ces outils pour mieux impacter le développement de notre continent. Avant de démarrer, je voudrais aussi saluer tout cet effort de partage qui est en cours en Afrique de plus en plus par les jeunes, mais également cet effort de savoir qu'on est condamné à travailler ensemble. Quoi. Quel que soit notre pays, quelle que soit notre région, on est condamné à travailler ensemble, on est condamné à mutualiser nos efforts et nos forces. C'est à cet effet que je salue beaucoup ce webinaire. Et je remercie également mon collègue Dr Mansour pour l'invitation à participer à ce webinaire. Je ne serai pas très long. Moi, je suis Dr Labali Touré, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Sine Saloum ici au Sénégal. Je suis également le fondateur de Geomatica et aussi le vice-président du réseau des professionnels africains de géomatique. Donc, sans plus tarder, le webinaire va se dérouler en 3 grandes phases. D'abord, je donnerai la parole aux 2 collègues de se présenter. Puis, on va donner à chaque collègue 10 minutes de présenter son speech. Et ensuite, on va passer aux questions et réponses avec le public. Parce que c'est aussi une phase importante dans ce travail. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à mon collègue Dr Mansour Barkawi pour se présenter d'abord. Chers collègues, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les participants, bonjour cher docteur Labali, bonjour cher collègue Ogma. Alors, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'assister à ce webinaire parce que, comme le disait docteur Labali, nous sommes assez confrontés à beaucoup de défis aujourd'hui en Afrique et aussi dans le monde. Alors, je vais juste me présenter. Moi, c'est docteur Barkawi Mansour. Je suis docteur en télédétection SIG et environnement. Actuellement, je suis donc le chef du département donc, à XY Concept, une société basée à Rabat au Maroc. Je suis également BIM manager, donc je m'occupe de tout ce qui est le Building Information Modeling, donc ici à XY. Et parallèlement, je suis aussi le fondateur de la société Drone Service Niger, DSN, qui est basée donc à Niamey au Niger. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole à notre collègue Dankoma. Ok, merci beaucoup, docteur, et merci pour votre présence. Merci aussi à
docteur Barkawi qui m'a contacté et après ma présentation au RPAG pour essayer de voir comment on peut unir nos forces. D'abord, je le remercie, c'est vraiment un acte qui m'a touché et j'ai dit, bon, peut-être lancer. Et puis, avec l'opportunité d'avoir docteur Labali devant nous, c'est un honneur aussi. C'est ça qui m'a également beaucoup motivé. Donc, je vous remercie dans un premier temps. Et je me nomme Dankoma Ogman Marcelin. Je suis géodéveloppeur et je continue ici pour je fais un master of science en géomatique appliquée et télédétection. Donc, en fin de cycle, je commence actuellement mon prédoctorat pour poursuivre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, mes centres d'intérêt, comme on l'entend, c'est le géodéveloppement. Mais bien avant d'arriver ici, j'avais fondé, il y a une année, donc Géomadev, avec quelques collègues dont on essaie d'évoluer malgré la distance qui nous sépare. Et donc ici également, non seulement je suis étudiant, je travaille aussi en tant qu'analyste géomaticien. Je suis à temps plein actuellement dans une entreprise, mais au même moment, je travaille avec d'autres entreprises pour automatiser des processus et tout ce qu'il y a à faire. C'est en fait ça ma force. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais laisser à docteur pour la suite. Merci beaucoup, chers collègues. Bravo pour vos brillants parcours aussi. Et je vous encourage également à persévérer dans cette voie-là. Je pense que c'est la très bonne voie. Donc, sans plus tarder, je voudrais aussi donner à chacun d'entre vous 10 minutes pour présenter pour sa communication et ensuite avoir un temps assez important pour les questions et réponses avec le public. Donc, cher collègue docteur Barkawi, si vous n'avez pas d'objection, je vous donne la parole pour votre présentation en 10 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Je vais juste partager mon écran. Allez-y. Je pense que vous arrivez à voir mon écran. Oui, on voit votre écran. Vous pouvez le mettre en mode diaporama, s'il vous plaît. Il est déjà en mode diaporama. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon, okay, on voit bien. D'accord, ça marche. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'utilisation de Python en agriculture de précision. Alors, je rappelle avant d'aller dans le vif du sujet, aujourd'hui, l'objectif, déjà, nous sommes pris par le temps, donc on a 1 heure devant nous. L'objectif n'est pas vraiment de rentrer dans le détail de l'agriculture de précision parce qu'on a déjà fait une formation, si vous voulez, dans ce sens-là, avec le réseau RPAG. Donc aujourd'hui, c'est de voir comment on peut plutôt intégrer, si vous voulez, l'utilisation de Python donc, dans l'agriculture de précision. Alors, comme je m'étais présenté tout à l'heure, je vais essayer donc de passer pour gagner du temps. Juste pour ceux qui sont intéressés à nous écrire, donc il y a nos contacts, nos informations donc, sur la diapositive. Alors, pourquoi l'agriculture de précision déjà? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes assez confrontés à beaucoup de challenges. Nous sommes, que ce soit l'Afrique ou bien que ce soit donc, à l'échelle mondiale, donc nous sommes confrontés à beaucoup de challenges. C'est quoi ces challenges-là? D'abord, il y a le changement climatique qui nous affecte, qui affecte tout le monde, surtout les pays non pollueurs, comme les pays subsahariens, les pays de l'Afrique de l'Ouest surtout, où il y a un ensoleillement assez important. Il y a également, nous sommes confrontés à des challenges de mauvaises récoltes, parce que on fait des récoltes, on fait une activité agricole, mais la récolte n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a également des challenges de sécheresse qui nous tapent tout le temps. Par exemple, si je prends le cas de mon pays, le Niger, presque chaque 2 ans, nous sommes confrontés à des sécheresses agricoles ou bien à des sécheresses météorologiques. Il y a également la croissance de la population mondiale qui est vraiment... Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais ça coupe beaucoup. Ça coupe beaucoup. À mon niveau, je crois que c'est bon. À mon niveau, je t'écoute très bien. Ah d'accord, donc je pense peut-être, docteur Labali, vous me recevez. Sinon, est-ce que ça avait coupé chez toi, Ogma?
Non, non, moi je te recevais. Ah, peut-être, je crois qu'il est sur le terrain, c'est pour ça. Donc, je dois continuer ou bien je vais. Alors Mansour, je ne sais pas si tu m'entends, on a le son, on a du mal à vous entendre, Mansour. Vous m'entendez? D'accord, je vais désactiver carrément le micro. C'est à mon, je sais pas si Est-ce que là c'est vous à me mon niveau. recevez? Oui, allez-y. Ouais, D'accord, je vais donc partir comme ça. Alors, je disais, l'Afrique ou le monde, donc l'Afrique ou le monde occidental ou à l'échelle mondiale, nous sommes confrontés à Alors énormément de... Mansour, tu m'entends? Oui, je vous oui, reçois, docteur là-bas. je crois que c'est le réseau du Allez-y, docteur qui... ouais, Oui, allez-y, ouais. Est-ce que vous me recevez, docteur? Normalement, nous, Ouais, on la vous caméra reçoit. aussi, s'il te plaît, la caméra. Ma caméra, elle est activée. oui, si tu peux la désactiver, peut-être que ce D'accord. serait un... bon. Ok. Désactiver. C'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon chez moi. Docteur Labali, c'est bon de votre côté? Je crois qu'il est sur le terrain, du coup, il n'y a pas une bonne connexion. Oui, je suppose également. euh, on pourra continuer la présentation en Ah, attendant d'accord. de D'accord, voir. donc je ne sais pas, docteur Labali, si vous me recevez, je pense qu'il y a un problème de connexion de votre part, parce que peut-être vous êtes sur le terrain. Les autres, ils arrivent à me recevoir. Donc, je vais essayer de continuer la présentation. Peut-être d'ici là, vous allez rétablir votre connexion. Alors, je disais que nous sommes confrontés aujourd'hui à beaucoup de challenges à l'échelle mondiale, pas qu'à l'échelle africaine. Donc, ces challenges-là, comme je le disais tantôt, c'est que le changement climatique, la sécheresse agricole, météorologique, les mauvaises récoltes, la croissance de la population mondiale et aussi la rareté des précipitations. Alors, ce sont ces challenges-là qui font que nous sommes obligés aujourd'hui à revoir notre technique ou, si vous voulez, nos moyens de production agricole. Et ce sont ces challenges-là qui nous obligent, si vous voulez, à changer de mode de production agricole. D'où l'intervention donc du concept de l'agriculture de précision. Alors, quel est l'apport de l'agriculture de précision dans tous ces challenges? Comment l'agriculture de précision peut, si vous voulez, aider à solutionner, à apporter donc une solution à ces divers challenges-là? À travers l'utilisation de l'agriculture de précision, nous pouvons facilement optimiser nos rendements agricoles. C'est-à-dire, pour une parcelle donnée qui fait un petit rendement, donc un rendement de 200 hectares par exemple, donc on peut facilement arriver à accroître, si vous voulez, la production agricole de cette parcelle-là, à travers l'utilisation de ce concept de l'agriculture de précision qu'on a déjà eu à parler, si vous voulez, dans une formation précédente. Comment donc on va utiliser l'agriculture de précision pour accroître la production agricole d'une parcelle donnée? C'est à travers, si vous voulez, l'identification des besoins de la culture. Alors, quand on dit culture ici, il y a plusieurs variétés de cultures. Si je prends le cas des cultures qui sont les plus utilisées en Afrique subsaharienne ou en Afrique en général, donc nous avons le sorgho, le mil, le maïs, le blé, etc. Pour chaque catégorie de culture, il faut savoir qu'elle a un cycle de développement, elle a la manière dont elle se développe, elle a le besoin en engrais ou bien le besoin donc en éléments nutritifs qu'elle a besoin. Donc, si je veux faire une agriculture de précision orientée maïs, ça ne va pas être la même chose que si je veux faire une agriculture de précision orientée mil. Parce que c'est deux cultures différentes et donc chaque culture, elle évolue donc avec son mode, avec sa courbe de croissance, si vous voulez.
Alors, comment on va identifier ces besoins-là de la culture? C'est à travers des indices de télédétection. Ce sont des indices qui sont utilisés par des télédétections, mais on va plus se focaliser sur le vecteur, donc drone. Alors, c'est pas que le drone également, même le satellite, on peut l'utiliser seulement lorsqu'il s'agit des parcelles ou bien, si vous voulez, des champs à des superficies vraiment très très vastes. Donc, par contre, chez nous en Afrique, les parcelles que nous avons, c'est plutôt des parcelles à petite échelle. Raison pour laquelle l'utilisation du drone, il est beaucoup plus meilleur. Mais si on a également des satellites qui rengorgent les bandes multispectrales capables de calculer ces indices, donc ils sont assez faisables. Alors, qu'est-ce qu'on va identifier au niveau donc les besoins qu'on va identifier au niveau de la culture? Dans un premier temps, c'est d'identifier son besoin en fertilisation. Ici, quand on dit fertilisation, on cherche à savoir quels sont les éléments nutritifs que la plante en a besoin. Ça peut être, si vous voulez, du phosphate, ça peut être, si vous voulez, des engrais chimiques, ça peut être, si vous voulez, de l'azote. Donc, la plante, en fonction de la culture, que ce soit du sorgho, du mil, du maïs, du blé, chaque plante, elle a un besoin spécifique qui lui permet d'accroître, qui lui permet d'atteindre, si vous voulez, sa maturité assez rapidement. Du coup, il est important d'identifier ce besoin-là, de connaître à quelle dose la culture elle a besoin de ça et à quel moment la culture a besoin de cet élément-là. La deuxième chose, c'est de connaître son besoin en eau. Donc, chaque élément organique, il a besoin d'une certaine quantité d'eau pour se développer. Ça peut être une quantité d'eau en quantité, ou bien ça peut être juste un besoin en eau en moins quantité, donc une faible quantité d'eau. Mais quoi qu'il en soit, l'élément organique, la culture, elle a besoin d'eau pour se développer. Et plus d'eau, vous allez tuer la plante, moins d'eau, la culture ne va pas se développer. Du coup, il est important de connaître la dose adéquate que la culture a besoin pour donc son développement. Et parfois, même si on a fait tout cet apport en éléments nutritifs, tout cet apport en irrigation, parfois il y a des agents externes comme des maladies, des parasites qui viennent pour, si vous voulez, empêcher ou bien faire obstacle au développement de la plante. Et tout ça, à travers l'agriculture de précision, on peut mettre des indices où il y a des indices qui sont déjà établis, ou bien mettre en place des indices relatifs à chaque culture qui vont nous permettre d'identifier les catégories de maladies que chaque plante a subies en fait. Ces maladies-là sont assez connues. Si vous parlez à un agriculteur qui cultive le maïs, automatiquement, il va vous dire, j'ai telle maladie qui dérange mes cultures, j'ai telle maladie qui dérange mes cultures. La même chose pour le sorgho, la même chose pour le blé. Du coup, nous, à travers la télédétection, à travers des indices multispectraux, à travers la signature spectrale de ces, si vous voulez, de ces différentes comportements des cultures lorsqu'elles sont attaquées par des maladies, nous pouvons mettre en place des indices qui vont nous permettre donc d'identifier ces maladies-là et donc maintenant de proposer des moyens de préconisation. Donc si vous voulez, c'est ça l'apport de l'agriculture de précision dans ce schéma-là. Et bien sûr, tout ça, c'est avec un concept de moindre coût. Une agriculture de précision, et si vous voulez, accessible à tout le monde. Alors, dans chaque élément, il y a toujours des contraintes. Ici, c'est quoi les contraintes de l'agriculture de précision? C'est que lorsqu'on fait une agriculture de précision, nous sommes contraints, ou bien, ce n'est pas vraiment des contraintes, mais moi, je peux essayer de les appeler contraintes. Par la suite, on va voir pourquoi. C'est que nous sommes appelés à faire des suivis ou des relevés périodiques au niveau de la parcelle agricole. Donc, chaque culture, elle se développe. Si je prends le cas du maïs, parfois, on peut avoir tout le cycle de la culture, il se fait en 6 mois. Donc, du coup, on est obligé de fixer un calendrier qui va me permettre de visiter la culture, si vous voulez, à une période donnée. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, 1 mois, etc. Donc, je suis amené chaque fois à aller au niveau de la parcelle, faire un suivi, récolter des données et ensuite venir les traiter. Donc, c'est ça le deuxième point. Si je prends par exemple 2 semaines de suivi, chaque 2 semaines, je vais aller sur le terrain.
Donc, sur 6 mois, ça me fait 8 sur 6 mois. Donc, ça me fait 12 fois que je dois aller sur le terrain. Donc, essayer de voir les besoins de la culture. Du coup, ça fait une quantité importante de données à traiter, une quantité importante de données, si vous voulez, à préparer, parce que chaque fois que je fais une acquisition de données, derrière, je dois préparer donc des cartes de préconisation pour dire à l'agriculteur, ici la plante elle a besoin de tel élément, ici la plante elle a besoin de telle quantité d'eau. Et tout ça, nous sommes confrontés au facteur temps. Alors, si on doit intervenir au niveau de la parcelle et qu'on n'intervient pas, là, il va se poser un problème. Du coup, on a une quantité importante de données à traiter avec un temps vraiment qui est assez réduit, parce que le cycle de la culture lui-même, il n'est pas assez lent. D'où donc l'idée de trouver un moyen, si vous voulez, d'automatiser tout ce processus-là. Je vais juste aller au terrain, acquérir les données et venir donner ça à un programme qui va automatiser, si vous voulez, tout le processus. C'est ça, en fait, si vous voulez, l'utilisation de ce programme-là, de Python, qui va nous permettre donc d'automatiser notre processus. C'est que le processus, il est quoi? Il est comment plutôt? Je pars sur le terrain, je fais l'acquisition des données avec mon drone ou bien avec le satellite, si vous voulez. Je donne ça à un programme qui est Python, c'est pas forcément Python, donc il y a plusieurs programmes, mais Python, il est assez plus utilisé dans le domaine de la géomatique. Donc, on donne ça à notre programme Python et automatiquement, donc, il va nous générer un output. Donc, on donne le input, il y a le traitement qui est automatisé, le calcul d'indices, la production des cartes, tout ça, donc, il est automatisé et donc, ça nous génère notre output. Donc, si vous voulez, c'est ça, en fait, l'utilisation, donc, l'idée derrière donc l'utilisation ou l'automatisation de l'agriculture de précision avec le programme Python. C'est là donc l'objectif avec nos sociétés qui sont Geomatica, Geomadev et puis DSN, donc de mettre en place à travers l'Afrique de l'Ouest un système d'automatisation de l'agriculture de précision que nous pouvons donc fournir à nos États ou bien à des ONG, bien sûr pour les aider à optimiser le rendement agricole donc, de nos parcelles. Donc je pense sur ça, c'est la fin de ma présentation. Donc si Dr Labali me reçoit. Oui, je vous reçois, chers collègues. Je vous reçois. Donc c'est la fin de ma présentation. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je retiens plusieurs points parmi lesquels l'agriculture de précision n'a rien d'autre comme objectif que d'optimiser la production agricole. Mais elle passe aussi par la connaissance de la plante et de tous les éléments qui vont concourir à la production de la plante. Et là, les technologies qu'on peut utiliser, que ce soit le drone ou le satellite, le choix va se faire par l'échelle spatiale, la résolution du capteur qui va déterminer est-ce le satellite qu'on va utiliser ou le drone. Donc le choix de ces technologies va dépendre surtout de la résolution spatiale qui va aussi convoquer la résolution spectrale et autres. Mais aussi, c'est de voir aujourd'hui, Python va permettre d'optimiser les processus. Et ça, c'est extrêmement important. Le fait qu'on puisse faire des tâches de manière assez singulière, avec Python, il y a lieu aujourd'hui de développer un processus assez complexe, mais qui prend en compte toutes les étapes relatives à l'optimisation de la production agricole en utilisant beaucoup de technologies, mais qui ont tous comme objectif de pouvoir optimiser la production agricole, mais qui passe par une meilleure connaissance de la plante et de ses facteurs internes et externes de la plante. Donc sur ce, je vais peut-être donner la parole à notre collègue, s'il est prêt, Dankoma, pour sa présentation également pour 10 minutes. Merci beaucoup, Mansour. Dankoma, vous avez la parole également pour 10 minutes. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça marche. On voit bien votre écran. Ça marche. Merci. Ok, parfait. Ma présentation va être en quelque sorte la suite de ce que mon cher ami vient de présenter. Moi, désolé, je n'ai... Ok.
J'étais un peu figé. Ok. Je pense le 18 dernier ou le 16 dernier, le 16 juillet, le 16 juin, pardon, nous avons eu à tenir déjà une formation sur Python et malheureusement, nous n'étions pas rentrés vraiment dans le détail. C'était carrément une formation un peu basique où j'avais eu à expliquer quelques points, ce qu'un géomaticien avait besoin en quelque sorte pour pouvoir commencer à faire ses travaux. Parce que souvent nous sommes confrontés, on ne sait pas exactement ce qu'il faut apprendre en Python, puisque c'est un langage qui est généraliste. Et puis, j'ai eu à montrer ce que nous pouvons faire en tant que géomaticiens et ce qui nous intéresse en tant que géomaticiens dans ce langage. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur, mais en touchant maintenant l'aspect agriculture de précision, une chose qui nous tient à cœur. Déjà, moi, je vais commencer dans peu de temps, en début d'année 2022, à travailler en agriculture, à faire un projet de recherche en agriculture de précision. Déjà, ça me donne l'occasion de vous partager le peu de connaissances que j'ai dans le domaine et ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons actuellement avec quelques amis qui sont dans divers pays. Je travaille beaucoup avec eux. Alors, je me pose la question, pourquoi pas Python? Et j'essaie de voir quels sont les avantages, qu'est-ce qui nous motive en fait à appliquer ce langage dans notre domaine. Tout d'abord, la syntaxe qui est très facile et lisible en plus, parce que moi j'avais commencé avec le C, ce qui était beaucoup plus complexe. Alors Python d'abord, en termes historiques, est né dans les années 80, puis il y a eu du temps, Python a évolué et ces derniers temps, Python fait partie des meilleurs langages et même a été adopté par la communauté des géomaticiens. Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que Python est multiplateforme. C'est ce qui m'intéresse parce que parfois, il y a certains traitements où nous sommes obligés d'aller sur autre plateforme que Windows, puisque nous sommes souvent habitués à Windows, il faut aller utiliser d'autres plateformes. Alors, c'est ce qui m'a le plus intéressé, surtout quand je fais des traitements, de gros traitements sur Linux, des données de télédétection ou des données drone. Alors, ce qui m'a beaucoup plus motivé et je vous également, comme la dernière fois, lors de ma présentation, je vous ai motivé. Alors, je vais aller un peu plus en détail. Alors, d'abord, quelqu'un dirait que Python, en fait, ça ne lui servira pas à grand-chose parce que nous avons déjà des extensions comme PAT, qui est une extension QGIS qui nous permet de faire de la de précision, oui. Mais qu'est-ce que cela nous coûte? Ça nous coûte dans un premier temps en temps. C'est difficile à automatiser et c'est aussi difficile à diffuser. Donc, comment est-ce que nous pouvons diffuser cette information? Comment nous pouvons l'automatiser? Il ne suffit pas seulement de faire un traitement, mais il faut parvenir à donner l'information à la bonne personne. Il faut aussi être capable de gagner en temps surtout. C'est pourquoi il vaut mieux passer du temps à mettre en place un programme assez complexe et puis à utiliser maintenant ce programme pour faire une diffusion de telle sorte que, quelle que soit la position de l'agriculteur ou du spécialiste, qu'il puisse avoir accès, n'est-ce pas, à l'information. Alors, c'est dans ce sens que nous vous proposons quelques outils, mais qui sont centrés autour de Python. Vous allez remarquer que ici, j'ai mis 2 tasses de thé où je parle de PIP et de Conda. C'est à partir de que nous arrivons à acquérir l'ensemble des bibliothèques qui ont été développées par une grande communauté et qui nous facilitent aujourd'hui la tâche, surtout en agriculture de précision. Alors, il y a aussi d'autres éléments comme GeoPanda qui sont aussi des bibliothèques qui sont indépendants qui dépendent de Python, mais dont nous n'avons pas besoin de développer avec une bonne documentation et autres pour avancer. Et GDAL, n'est-ce pas, qu'on connaît, qui est déjà même intégré, dans QGIS, grâce également pour divers traitements. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que il faut d'abord comprendre le sens de l'agriculture de précision. Je ne vais pas traîner dessus parce que mon collègue Barkawi a eu le temps de donner assez de détails. Mais ce que je fais principalement, c'est que nous faisons du machine learning pour la prévision des rendements des cultures. Alors, quand on parle de machine learning, c'est le fait d'apprendre l'ordinateur
à comprendre ou bien à faire des tâches un peu plus ardues. Et puis, quand nous parlons maintenant du deep learning, comme la ligne suivante, j'ai parlé du développement des modèles deep learning pour la prévision des rendements. Alors, le deep learning, c'est aussi, en fait, du machine learning, mais qui est basé sur les réseaux de neurones. Ce qui nous permet, en fait, de montrer à notre ordinateur de se comporter, n'est-ce pas, comme un être humain, entre guillemets. Alors, ce n'est pas seulement nous faisons aussi du machine learning et du deep learning pour la détection des cultures. Vous allez demander, mais pourquoi, qu'est-ce que ça a vraiment comme avantage? Un exemple, je travaille avec un étudiant en Belgique. J'ai commencé avec lui, ça fait 3 mois. Nous travaillons pour, en fait, estimer en quelque sorte les besoins des cultures. Alors, j'avais dans un premier temps eu à discuter avec un aîné qui a travaillé dessus au Maroc. Et puis, ça m'a passionné. Lorsque la personne m'avait contacté sur recommandation d'un enseignant, j'ai décidé d'avancer avec lui. Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons faire avec, n'est-ce pas, ce langage. Alors, j'ai mis etc. parce qu'il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons faire. Par exemple, le calcul des indices que nous allons voir en application tout de suite. Mais comment est-ce que nous pouvons faire tout ce travail et puis diffuser l'information? Comment est-ce que cela fonctionne? Quelle architecture nous devons mettre en place pour pouvoir faire des suivis ou un suivi assez optimal de nos cultures? C'est dans cette optique que nous sommes réunis, en fait, nos 3 entités pour pouvoir proposer quelques solutions ou bien vous accompagner dans divers projets si vous en avez, peut-être, si vous trouvez utile d'aller un peu plus loin ou de pousser votre projet afin que ce projet puisse impacter un monde assez grand. Alors, nous partons des données que nous recueillons. Je pense que DSN, ils sont vraiment spécialisés aussi dans le domaine de l'acquisition des données, ce qui n'est pas le cas pour nous, la Geomadev, parce que nous, on prend déjà la donnée acquise et puis on l'automatise. Ensuite, nous faisons la diffusion. Bien que nous avons aussi des spécialistes qui sont dans le domaine pour le traitement, c'est la force entre nos 2 entités qui vont nous permettre de vous proposer toutes ces solutions. Alors, nous partons des données d'entrée et nous mettons en place, comme vous le voyez ici, tout un script que nous bâtissons. Ça prend du temps, mais c'est bénéfique. Ensuite, il suffit de rouler juste notre script et nous avons en output tout ce que nous souhaitons. Voilà, supposons que ce sont des indices que nous calculons pour essayer, par exemple, de suivre nos cultures. Au lieu de le faire comme mon collègue l'a dit, tous les jours, peut-être périodiquement, pas tous les jours, semaine par semaine ou 2 semaines. Parce que moi, ce que je fais ici déjà avec une autre personne, nous tentons de détecter les insectes sur des laitures. Et ce travail nécessite un suivi quotidien, où je peux dire chaque jour, on doit faire le suivi. Donc, au lieu d'utiliser peut-être des outils manuels, on préfère mettre en place un programme qui va tout simplement nous permettre d'avoir en temps réel ou de suivre en temps réel l'ensemble des différentes contraintes que nous souhaitons en fait voir. Alors, nous partons donc des données d'entrée. Ensuite, à partir des données d'entrée, avec notre programme Python que nous voyons ici, on roule un programme. Ce programme, au même moment, envoie la donnée. Ici, PostgreSQL, c'est en termes d'exemple. C'est juste une base de données, comprenez ça comme si c'était une base de données dans laquelle nous envoyons en fait l'ensemble des résultats obtenus. Bien avant, nos données d'entrée peuvent être liées à la base de données ou bien juste être dans un dossier que nous allons parcourir. Toutefois, après le traitement, on pourra garder également dans un dossier ou bien envoyer directement dans une base de données. Mais étant donné que nous sommes animés à une diffusion de l'information à la fin, il ne faudrait pas que le propriétaire, par exemple, aille peut-être ouvrir un dossier pour voir, mais il peut recevoir en fait tout ce dont il a besoin dans son téléphone avec les analyses et
les recommandations qu'il faut. Alors, dans ce cas, lorsque nous roulons notre script, au même moment, notre script pourrait ouvrir dans QGIS. Bon, pas ouvrir dans QGIS, mais le même script va ouvrir QGIS, appliquer une symbologie par défaut. Et à partir de cette symbologie par défaut, on pourrait modifier la symbologie et envoyer donc la symbologie à la base de données qui appliquera à la couche de base. Alors, si nous souhaitons garder maintenant notre symbologie par défaut, dans ce cas, on n'aura pas besoin de QGIS, bien que le script pourrait l'ouvrir, mais nous avons donc déjà une symbologie disponible. Idéalement, si nous avons une symbologie disponible qu'on ne peut pas modifier, c'est bien de suivre, lorsque nous suivons nos cultures, parce que nous avons la même symbologie, on voit les changements qui s'effectuent au fur et à mesure. Alors, à partir de notre base de données, on pourrait maintenant, n'est-ce pas, faire la diffusion de notre information qui va parvenir aux utilisateurs finaux. Alors, il y a une suite d'outils qui nous permettent de faire l'analyse de nos données en agriculture de précision. C'est en fait l'outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle PIPRECAGE. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais nous y reviendrons peut-être lors d'une autre formation. Alors, c'est en fait une bibliothèque aussi de Python, mais qui se spécialise en agriculture de précision, qui a été développée par Christina. Et elle a eu en fait le réflexe de réunir tous les outils, GDAL, Fiona, Rasterio, GeoPanda et autres, pour en fait constituer sa bibliothèque. Donc nous voyons que nous pouvons construire notre bibliothèque à partir de d'autres bibliothèques. C'est le cas de ce que je fais actuellement. J'ai des centaines de fonctions ou des centaines de modules que je ne fais que créer. On pourra le voir tout de suite lorsque nous allons voir le calcul des indices comme je viens de le faire. Alors, j'ai essayé de réunir en fait quelques indices que mon collègue Barkawi a eu à présenter lors de sa formation au RPAG et pour tenter d'automatiser en fait ce processus. Alors, je vais d'abord aller chercher le script. OK. Alors, ce script que nous voyons ici a l'air d'être un script très petit, ou n'est-ce pas basique. Oui, il est déjà là. C'est un script qui a l'air d'être petit ou basique, mais il est issu en fait de... La majorité du travail a été développé dans ma bibliothèque qui s'appelle OMD, donc Ogma Marcelin d'Ankoma. Donc c'est une librairie que je passe mon temps à développer. Lorsque je parviens à trouver une solution, je la mets. C'est une librairie aussi qui est basée sur d'autres librairies, comme nous l'avons vu le cas de PIPRECAGE. Alors, lorsque nous exécutons ce code, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le script lit les données et ensuite se met maintenant à calculer l'ensemble des indices. Ici, j'ai choisi 4 indices. Et à la fin maintenant, il envoie les résultats vers la base de données. Vous voyez, nous gagnons en temps. Ensuite, il se met à charger des couches dans QGIS. Il ouvre QGIS, il charge des couches dans QGIS et ensuite il applique la symbologie. Si nous voulons, on peut aller maintenant modifier la symbologie puisque QGIS en principe est ouvert. Donc on pourrait, n'est-ce pas, appliquer la symbologie dans QGIS ou alors garder la symbologie par défaut. Mais tout a été interconnecté de telle sorte que nous ne puissions pas avoir d'interruption. Alors, essayez d'imaginer ce travail, calculer 4 indices en moins de 5 secondes. Ça a l'air d'être un peu magique, mais si nous allons dans un logiciel de géomatique, on sera obligé de mettre des formules sur des formules sur des formules, et ce qui nous prend vraiment du temps. Alors, à la fin, il nous ouvre directement cette page. Donc, il a ouvert la page vu que j'étais sur QGIS, qui a fait que je n'ai pas vu. Ça, c'est une page vraiment basique que j'ai faite très rapidement, qui permet de montrer quelques indices. On peut aller plus loin en mettant en fait tout un dashboard à côté. Donc, c'est pour vous dire qu'à partir de ce langage, nous pouvons partir de la donnée, de l'acquisition de la donnée, faire le traitement de la donnée, diffuser et faire le tout, envoyer l'information
n'est-ce pas, aux personnes, aux décideurs en un temps très réduit. En 1 minute ou 2 minutes, ça suffit largement pour envoyer des notifications ou pour faire le suivi si on a la donnée qui est déjà acquise. Donc sur ce, moi je vais arrêter ma présentation. Peut-être que nous allons répondre un peu plus. À travers vos questions, nous pourrons aller un peu plus loin dans les détails. Et merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette belle présentation aussi. Je pense que qui montre des outils, hein, des packages, des librairies aujourd'hui que les participants peuvent aussi tester eux-mêmes. Et aussi rappeler qu'il y a quand même une documentation assez fournie sur Python et les packages. Et je pense que j'invite encore tous ceux qui sont intéressés à tous les géomaticiens, en tout cas, c'est mon discours depuis quelques années, que les géomaticiens de 2024-2022 ne peuvent pas ne pas maîtriser Python, R et des choses comme ça. C'est très important. Je pense qu'on passe des logiciels clics, des boutons, aujourd'hui à l'automatisation des tâches. Donc ça, c'est aussi, j'en profite pour aussi inviter tous nos collègues géomaticiens aujourd'hui à savoir que Python doit faire partie aujourd'hui des compétences qu'on cherche le plus chez les géomaticiens. Et je pense que c'est important de revenir dans les discussions aussi sur les outils. C'est bon d'avoir énuméré, je pense que partager également dans le chat le nom de toutes les librairies, également les liens aussi importants pour que ceux qui suivent le webinaire puissent aussi, après cette activité, se l'approprier. Donc je pense que maintenant on peut passer à la phase de questions-réponses. Et je pense ceux qui veulent parler peuvent lever la main. Et je pense que mes collègues peuvent les autoriser pour poser la question, soit oralement ou par écrit. Donc la parole est à qui veut la prendre. Merci. Je crois que tous les participants ont été autorisés. Donc si quelqu'un souhaite prendre la parole. Oui, maintenant, si vous voulez prendre la parole, levez juste la main, on donne la parole à une personne d'entre vous, quoi, pour éviter que tout le monde parle en même temps. Merci. Moi, je ne vois pas de me lever, mais je sais pas, sinon on peut aussi écrire par message. Hein. Sinon, moi, je vais taquiner un peu les deux collègues. On parle beaucoup aujourd'hui de Python, on parle beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est dit nécessite forcément des ressources matérielles, des ressources logicielles, mais aussi des plateformes, surtout des ordinateurs et de la connexion Internet. Aujourd'hui, quelles sont les ressources minimales aujourd'hui qu'il faut à un géomaticien pour pouvoir faire ces tâches? Alors, je vais essayer de répondre à ça. Comme vous disiez tout à l'heure, donc les géomaticiens à partir de 2024 doivent vraiment s'impliquer dans Python. Alors, je vais rebondir sur ça en disant que aussi les géomaticiens de 2024, pour moi, ils doivent aussi vraiment s'imprégner ou bien s'approprier de tout ce qui est connexion Internet. Pourquoi? Parce que déjà, à part Python, pratiquement, nous avons aujourd'hui des cloud computing, donc comme Google Earth Engine, etc. Donc tout se fait c'est-à-dire sur Internet. Du coup, vraiment, il faut que le géomaticien s'entoure du minimum de la connexion. C'est obligé, s'il veut vraiment automatiser son processus, s'il veut optimiser son rendement aussi, il est obligé de s'entourer donc d'une connexion Internet. En ce qui est du hardware, le PC, du moment qu'on est sur du cloud computing, du moment qu'on est sur, si vous voulez, des programmes qui ne nécessitent pas, si on veut, une forte consommation en capacité, en configuration du PC, c'est pas comme si je vais installer des logiciels qui vont nécessiter une carte graphique assez élevée, etc. Donc, avec un minimum de hardware de PC vraiment qui remplit le minimum des conditions, pour moi, c'est largement assez suffisant pour avancer dans ce domaine-là. Très bien. Ok, peut-être moi je pourrais ajouter quelques éléments. C'est vrai ce que le docteur Barkawi a dit, il y a beaucoup d'outils en ligne tels que je vais citer ce que j'utilise beaucoup plus, Google Colab qui est disponible pour tout le monde. Il y a aussi des
des ordinateurs en ligne qui peuvent nous permettre d'avancer, ce qui implique impérativement que nous ayons une bonne connexion. Ça, c'est la première des choses. Mais en plus de ça, moi, je ne développe pas aussi trop en ligne, puisque j'ai une idée de comment ça fonctionne, ce qui fait que pour des programmes un peu sensibles, je les développe soit le serveur de l'entreprise dans lequel je suis, ou soit, si c'est un projet personnel, je le développe sur mon ordinateur. Alors, pour une utilisation personnelle de quelqu'un qui veut vraiment commencer à programmer ou à utiliser des outils ou peut-être des technologies un peu avancées, comme un peu de l'intelligence artificielle, moyennant avoir un ordinateur pour des petits projets, un ordinateur qui pourrait avoisiner 8 Go de RAM minimum avec un bon processeur, peut-être 3 points en avant, et avoir un disque SSD surtout, parce qu'il y a deux types de disques pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le HDD qui est extrêmement grand, on peut voir 1 Tera, 2 Tera et plus même. Par contre, il y a le SSD qui coûte plus cher et souvent il est autour de 256 Go, 512 Go et rarement il atteint 1 Tera. Ça, ce sont des disques en fait c'est un disque qui n'est pas mécanique comme le HDD et qui nous permet en fait de rouler un peu plus vite l'ensemble de nos programmes et de faire aussi nos traitements assez rapidement. Donc ça, c'est le minimum que je pourrais proposer à quelqu'un, mais la connexion, elle est obligatoire parce que sans la connexion, il est impossible je pourrais dire, de développer, entre guillemets. Parce que pour bien développer, il faut toujours être en ligne. Personne ne retient du code dans sa tête. Du moins, c'est difficile pour moi de dire que je vais retenir du code, mais lorsque je suis calé, je sais où aller chercher mon information. Et puis ça me permet quand même d'être performant et de passer aussi, de garder d'autres choses en tête à la place du code. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a s'il y a des mains qui sont levées ou des gens qui voudraient intervenir. Oui, il y a une main qui est levée. Je pense que si vous pouvez activer son micro. Mansour, vous pouvez activer son micro. Je vois une main qui est levée. Oui, il y a Isaac, donc... Oui, son micro est activé. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour la présentation, les deux présentations de Marcel et de Barkawi. En fait, moi, je suis étudiant, doctorant en deuxième année au niveau de la faculté d'agronomie. Donc, je travaille sur l'utilisation des drones et des images satellitaires pour évaluer les ressources pastorales au niveau de la zone sahélienne. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, je devrais faire des vols de drones avec un drone multispectral au niveau de 4 zones. Donc, je devrais faire des captures d'images avec le drone multispectral pour avoir ces données et puis traiter ces données et puis extraire plusieurs indices de végétation. Donc maintenant, est-ce que c'est possible avec Python, dès que j'ai les données imagerie satellitaire, je peux appliquer directement avec Python pour extraire directement ces différents indices de végétation sans faire recours avec le logiciel de Pixie 440. C'est ça mon souci, ma question. En fait. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que là, on va essayer d'intervenir tous les deux parce qu'il y a deux aspects dedans. Déjà, oui, c'est un très bon projet de recherche que vous faites et je vous encourage. Alors, pour le traitement des images photogrammétriques acquises par drone, là, il faut obligatoirement traiter ces données-là dans un logiciel de photogrammétrie. Lorsque vous avez le output de ce logiciel de photogrammétrie installé, c'est là que l'automatisation va commencer. Mais sinon, on ne va pas essayer de prendre, par exemple, des images drone, venir les traiter dans un logiciel de télédétection. Déjà, ça ne marche pas comme ça. Un logiciel de traitement d'images satellitaires, il ne va pas traiter des images drone. Bon, à moins qu'il ait un module photogrammétrie inclus comme Airbus. Mais vous faites acquisition des données multispectrales par drone, on a les images,
comme il a fait tout à l'heure mon collègue Dogma, c'est qu'on a fait une acquisition des données ici même au Maroc. C'est un cas concret qu'il a pris. On a fait une acquisition des données multispectrales ici au Maroc. On lui a transmis les données, si vous voulez, l'orthophoto, les bandes multispectrales, et lui, il a automatisé ce calcul-là. Donc, on peut automatiser tout ce que tu disais, et au lieu de venir faire le calcul sur plusieurs années, perdre du temps, en quelques secondes, tu l'as vu, il a essayé d'automatiser tout le processus et générer automatiquement les indices avec les palettes de couleurs qu'il faut. Donc, je vais laisser Dogma aussi rebondir sur la réponse. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Et merci à M. Issaka pour votre intervention. Et comme l'a dit Dr Barkawi, je ne pense pas que j'ai grand-chose à ajouter, mais effectivement, c'est ça. Et l'acquisition, nous, tu pourras commencer, par exemple, à automatiser à partir du moment où tu as la donnée acquise. C'est l'exemple, comme il l'a dit, tu vois, les données viennent du Maroc. Et moi, j'ai juste fait qu'automatiser. Et en un seul clic, je calcule tous les indices que j'avais besoin. Donc, c'est en fait l'idée générale. Du coup, moi, je pourrais te convier de nous contacter plus tard pour qu'on essaye de voir comment et nous allons peut-être t'accompagner si besoin. C'est ça. En fait, si c'est possible d'avoir vos deux mails, si je peux échanger de temps en temps avec vous dans le cadre de ce projet-là, si c'est possible. Alors déjà, l'objectif, si tu veux, de ce webinaire, c'était de montrer que nous sommes, il y a une association donc de 3 sociétés qui sont Geomatica, de Dr Labali Touré qui est au Sénégal, donc de Geomadev, de notre collègue Dogma qui est au Canada, et puis de la société Drone Service Niger qui est basée au Niger. Donc c'est une association de 3 sociétés qui mettent en place ces solutions d'automatisation là. Donc bien sûr, on va t'envoyer par la suite donc nos coordonnées. Je pense qu'on peut les envoyer dans la conversation. Dogma, tu envoies ton mail et je vais envoyer aussi pour Dr Labali. Si aussi tu peux envoyer comme ça, donc tu peux rester en contact avec eux. Ok, d'accord. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, soit en posant des questions ou faire des contributions aussi? Oui, est-ce qu'il y a d'autres mains que vous voyez, Mansour ou... Non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Non, je pense que dans tout cas, après, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, quand on dit c'est en un clic, c'est un raccourci, mais qui est important. C'est que ce petit clic-là, il y a beaucoup de choses derrière avant d'arriver à ce clic-là, n'est-ce pas? Oui, ça c'est très important aussi à préciser. C'est un raccourci. Ouais. Je crois qu'il y a un code derrière ça. Il y a Amadou Ba qui... Ouais, on donne la parole à Amadou. Oui. Vous avez la parole, cher Amadou. Monsieur Amadou, si vous entendez, la parole est à vous. Monsieur Amadou. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. On vous entend. Bonjour à tout le monde et merci aux différents intervenants et merci pour ces différents webinaires qui sont très instructifs. Donc, parlant de l'automatisation des calculs avec Python, j'aimerais vous poser une question sur un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Au fait, je suis étudiant en master et en fin d'année, j'ai eu un projet de télédétection qui concernait le calcul d'une série NDVI du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021 en utilisant les images Sentinel-2. Donc, le téléchargement des images, le calcul des NDVI, l'entraînement des cultures jusqu'à la classification, ça m'a pris 3 semaines. Donc, la question que je voudrais poser, une fois que les images étaient disponibles et sans avoir atteint le step calcul des NDVI, est-ce que je pouvais à partir de là, à travers Python, automatiser les calculs? Merci.
Je crois que... Monsieur Amadou, Amadou, vous pouvez couper votre micro. Vous pouvez écouter votre micro. Amadou. Moi, j'écoute le bruit, c'est pas chez moi, c'est ailleurs. Oui, je crois que c'est chez le docteur Barkawi. Non, Excusez-moi alors. Ok. Oui. non, il y a un autre qui a Amadouba, tu peux désactiver ton micro. Voilà. Isaka, c'est qui a... Je pense que c'était plutôt Isaka, c'est bon maintenant. C'est bon. Je vous laisse répondre. Ok. Oui, allez-y. Oui, je ne sais pas si docteur Barkawi veut parler. Ah, vas-y, tu peux répondre. Il n'y a pas de souci. Je peux répondre après aussi. Ok. Donc, de mon côté, je pense que c'est faisable. Et comme nous l'avons dit, comme nous l'avons dit et nous avons répondu à Isaka, tu peux, n'est-ce pas, automatiser tout le processus dès que les corrections que tu as voulu faire sur l'ensemble de tes données ont été faites dans un logiciel spécialisé. Toutefois, par exemple, pour les drones, c'est très compliqué de passer par Python pour faire des corrections. Tu dois impérativement passer par un logiciel spécialisé. Mais de plus en plus, il y a des programmes qui existent désormais pour des images satellitaires pour leur traitement de manière automatique. Néanmoins, on pourrait faire appel à ça lorsque nous avons un grand volume de données, par exemple une centaine de dates. Là, on pourrait penser à ça, mais c'est vraiment à partir de lorsque ta donnée est prête qu'on automatise et puis pour te permettre d'avoir le résultat un peu beaucoup plus rapidement. Je m'arrête ici, peut-être que le docteur pourrait ajouter quelque chose. Alors, juste pour compléter ce que tu as dit, effectivement, donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la phase d'acquisition des données qui est, si vous voulez, indispensable. Donc, on fait l'acquisition des données, que ce soit par satellite ou par drone. Une fois que la donnée est prête, c'est quoi? C'est qu'on a appliqué tous les pré-processing qui existent, que ce soit les corrections radiométriques, les corrections géométriques, etc. Que ça, pour les images satellitaires, réduction du nuage, ou bien pour les images drone, que ce soit donc le géoréférencement, etc. Une fois que la donnée est prête, c'est instant qu'on prend la donnée prête pour automatiser la suite. Donc le calcul d'indices, génération, donc si vous voulez des graphiques d'évolution du NDVI, ou bien génération donc des cartes, des indices comme vous voulez, donc on peut l'automatiser. L'exemple qu'il a montré tout à l'heure là, c'est un exemple concret qui a été utilisé pour le cas d'une culture de maïs ici au Maroc. Donc c'est possible de l'automatiser, mais une fois que la donnée est déjà prête. Ok, merci beaucoup. Oui, mais juste pour compléter peut-être par rapport à ça, parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'évolution des logiciels, que ce soit ArcGIS, que ce soit MapInfo ou d'autres, ou même QGIS, il y a toujours ce qu'on appelle des workflows. Il y a toujours des chaînes de traitement qui sont déjà développées, qu'on peut mettre en chaîne lancée. Et aujourd'hui, dans tous les logiciels, que ce soit Pix4D, on a aujourd'hui des possibilités de développer un script qui va automatiser les différentes étapes du processus du mosaïquage des images jusqu'à la production de notre photo. Donc là aussi, et là on peut le faire avec Python, mais dans les logiciels déjà qui ont cette possibilité de mettre en place des workflows, au fait, quoi, qui ne sont pas des choses également écartées, quoi. Voilà. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres mains qui sont levés. Il est 11h11 à ma montre, on avait dit à 11h. Est-ce qu'on cherche d'autres questions ou bien on s'arrête là pour le moment et on donne rendez-vous à d'autres, mais en partageant les liens, mais en gardant le contact également avec la communauté. Hein. C'est ça le plus important, c'est de pouvoir aujourd'hui renforcer nos compétences les uns les autres afin d'avoir parmi nous beaucoup d'acteurs qui seront aujourd'hui compétents sur ces différents aspects de notre métier, au fait, quoi. Docteur Mansour, tu en penses quoi? Je pense oui, on a déjà atteint le temps et vous, on ne va pas trop aussi monopoliser votre temps. Comme je disais, l'idée de départ, c'est que quelqu'un a laissé son micro.
Ogma, tu peux désactiver les micros des... Je crois que c'est... Je vais le faire. Voilà. Ok. Alors, je disais donc, l'objectif ici, c'est de montrer en fait notre solution qu'on a mis en place. Donc, les personnes qui sont intéressées ou bien qui sont sur des projets actuellement, que ce soit étatique, que ce soit des projets universitaires, donc ils peuvent nous contacter dans le chat. On a déjà mis nos 3 adresses email, que ce soit pour Geomadev, que ce soit pour Geomatica ou bien que ce soit pour Drone Service Niger. Donc il y a les 3 adresses email. Vous pouvez nous écrire, comme ça par la suite on peut essayer de voir comment on peut collaborer avec vous pour vous aider donc à continuer sur vos projets. Donc pour ceux qui ont d'autres questions, ils peuvent nous les poser directement. Et pour ceux qui ont des projets aussi, ils peuvent nous écrire directement, parce que c'est ça l'idée donc de ce webinaire. Donc, je ne sais pas si aussi Dogma a quelque chose à ajouter. Oui, allez-y, Chako, d'accord. Ok. De mon côté, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que je remarque que c'est maintenant la majorité des personnes arrivent. Beaucoup m'ont écrit qu'ils pensaient que ça commençait à 11h comme moi. Ah, donc, bon, 11h GMT. 11h heure de Casablanca. Donc, voilà. Donc, ITC plus 1. Ah, ok. Donc, beaucoup ont confondu UTC puis GMT, donc c'est pas grave quand même. C'est toujours comme ça avec les décalages horaires. Oui. Mais bon. Donc, il y a, je pense, comme tu as fait l'enregistrement, donc on peut le mettre sur, c'est pas une plateforme, et les gens, ils peuvent nous écrire. Sinon, ouais, ils peuvent suivre, et s'ils ont des questions, ils peuvent nous écrire. Ou s'ils ont des projets, quoi. Effectivement. Donc, je ne sais pas, docteur Labali, si vous avez quelque chose à dire, on va clôturer. Non, c'est remercier tous les participants et puis encourager ce genre d'initiative, inviter les uns et les autres à mutualiser nos efforts et nos connaissances au service de tout le monde. Je pense qu'on a tous intérêt à travailler ensemble et à collaborer ensemble, quoi, pour le mieux de nous tous. Merci en tout cas à tous pour le temps que vous avez accordé à cette activité, et rendez-vous pour d'autres webinaires autour d'autres problématiques également. Merci beaucoup, cher collègue Mansour, pour l'invitation que tu m'as faite à participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci également, docteur. Merci à tous les participants. Merci encore, merci, cher collègue. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Donc, je rappelle qu'il y a les contacts donc, dans le chat avant qu'on arrête la réunion. Merci à tout le monde. Donc, au revoir. Au revoir. Au revoir.